Guillaume Gralet, vous voudriez nous parler d'un projet qui agite depuis longtemps les scientifiques, celui de comprendre notre cerveau. Oui, vous allez voir, Judith, il y a énormément d'applications très concrètes et j'ai envie de dire un tout petit cocorico parce qu'il y a beaucoup de ces recherches qui sont nées en France en 1987 précisément, avec des travaux des neurochirurgiens ou encore des professeurs au CHU de Grenoble, Halim Louis Benabid ou encore Pierre Pollack. L'idée ici, c'était de s'intéresser à la modulation électronique des circuits neuronaux pour traiter de tremblements sévères, trouver une solution notamment à la maladie de Parkinson. Alors ce type d'implant, des implants dans notre cerveau, ça peut être utilisé avec beaucoup de précautions et sous strict contrôle médical pour aider à soigner des déficiences visuelles ou auditives ou encore permettre à un handicapé d'activer son fauteuil par la pensée. Et travailler sur le cerveau peut être enthousiasmant, c'est d'ailleurs un voyage vers l'inconnu. Oui, alors il y a un livre que j'ai beaucoup apprécié qui s'appelle Face à face avec son cerveau. On le doit au professeur au Collège de France Stanislas Dehaene. Il décrit en réalité la lumière que l'on fait peu à peu sur notre cerveau avec le même enthousiasme que celui d'un astronome qui s'approche de l'intimité des galaxies. Celui qui fut l'élève de Michael Posner à l'Université d'Oregon explique que jamais un miroir ne nous a autant appris sur nous-mêmes. Il explique toute la beauté, la complexité de ce cerveau, que ça nous apprend énormément sur notre esprit. D'ailleurs, il pose une question que je trouve très intéressante. Est-ce que notre esprit tient dans 1,5 kg de matière molle? Il explique que oui. Et puis, il y a surtout dans cet ouvrage qui s'appuie sur les travaux sur l'imagerie médicale de chercheurs du monde entier, une très belle image où il explique s'intéresser à l'effet OOPS. L'effet OOPS, en réalité, c'est une modulation électrique qui va naître dans notre cortex lorsqu'on se rend compte qu'on a fait une petite erreur. C'est 72 millisecondes après s'être rendu compte qu'on a fait une erreur. Il y a une modulation électrique qui naît dans notre cerveau, suivie d'un message positif lorsqu'on a pris conscience de cette erreur, lorsqu'on va la corriger. C'est un voyage très intéressant et on voit que cette connaissance autour du cerveau est très enthousiasmante. Et on voit les initiatives se multiplier dans le monde entier. Oui, on voit énormément de sociétés vouloir corriger certaines maladies. Alors, on voit ça à New York, à Brooklyn, avec une entreprise qui s'appelle Synchron, qui travaille notamment avec l'hôpital du Mont-Sinaï à New York. Le Paradromic, c'est à Austin, c'est une autre entreprise qui travaille sur un équipement invasif, donc une puce également, pour améliorer notamment la vue des malvoyants après une opération chirurgicale. Et puis, plus près de nous, c'est une coopération franco-américaine, une entreprise qui s'appelle NI2O, Neuron Input to Output, qu'on doit notamment à Newton Howard, qui a travaillé à la fois avec l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris, ou encore avec l'Université de Washington, pour délivrer des messages électriques et optiques. L'idée ici, Judith, c'est de s'appuyer sur des modèles qui comprennent l'action des neurones pour nous aider à mener une action. On veut mettre en place des boucles de compréhension, permettre notamment de lutter contre la maladie de Parkinson. Ce qui est très intéressant, c'est que l'Université d'Oxford a pris 10% de cette société, Judith. Et cela inspire le libertarien multimilliardaire Elon Musk qui veut également s'imposer dans ce secteur. Oui, comme s'il n'avait pas assez de choses à faire, pas assez C'est de... l'hubris. Voilà. Depuis 2016, en réalité, il a créé une entreprise qui s'appelle Neuralink, qui est basée à San Francisco et qui affiche le même but. En réalité, c'est d'implanter un dispositif chez un cerveau humain. Il explique que cela pourrait être effectif dans 6 mois. Il vient de le dire à l'occasion d'une conférence de presse, c'était le 30 novembre. Il a déjà mené des travaux et des expériences autour d'animaux, notamment un cochon, c'était en 2020, qui s'appelait Gertrude. Il expliquait vouloir, à cette époque, installer dans notre cerveau des puces capables de communiquer en Bluetooth avec un téléphone mobile pour, entre autres, lire dans nos pensées. Bon, c'est un peu comme un Fitbit connecté à notre cerveau. Et il y a eu des expériences plus récentes, notamment sur des singes, dont un qui s'appelait le Pager, qui était âgé de 9 ans, qui ont eu lieu l'année dernière. Il explique vouloir voir très grand avec cette aventure et recruter jusqu'à 10 000 personnes. Reste que tout cela va peut-être un peu trop vite. Oui, alors ce qui est un peu inquiétant, moi j'ai voulu m'intéresser un peu plus au sujet. Je suis allé toquer à la porte de l'université Davis avec laquelle il travaillait. Il a arrêté cette collaboration. Il a travaillé notamment avec le Centre national de recherche sur les primates de Californie. Mais il y a une association américaine de défense des animaux qui a déposé plainte le 10 février contre Neuralink pour des cas de maltraitance parfois mortelle sur des singes. Si on s'intéresse à ce qu'explique le comité des praticiens pour une médecine responsable aux États-Unis, et bien sûr 23 singes qui ont
subies qui ont été utilisées pour des expériences entre 2017 et 2020. Seuls 7 de ces singes ont survécu. Cette association fait état dans son communiqué de souffrances extrêmes résultant de maltraitance animale et d'implants crâniens extrêmement invasifs lors des expérimentations. Ce qu'on peut regretter ici, c'est le manque de transparence. C'est-à-dire que la société Neuralink était d'abord basée à San Francisco, ensuite à Fremont et maintenant de plus en plus à Austin, répond très peu aux interrogations et surtout est à l'origine de peu de publications scientifiques. Et ça pose de nombreuses questions éthiques. Oui, alors c'est-à-dire que surtout lorsque on nous explique qu'on pourra lire dans nos pensées, on peut se demander légitimement, est-ce qu'on aura encore la surveillance de nos actes? Est-ce qu'on aura tout simplement le choix à l'avenir d'implanter de telles puces? Et puis surtout, moi j'avais interviewé une personne qui s'appelle Guillaume Charvet, qui est chercheur au CEA Leti, qui a expliqué qu'il peut y avoir des risques de changement de température lorsqu'on implante des puces dans le cerveau. Le cerveau ne guérit pas comme les os et les muscles. Chaque fois que vous coupez dans le cerveau, vous faites des dommages irréparables. Cette fois-ci, c'est le neurochirurgien britannique Henry Marsh qui le dit. Donc, ce qui est très intéressant, en réalité, c'est de s'intéresser également aux motifs d'Elon Musk. Là-dessus, il n'est pas très clair. Si c'est pour réparer des maladies, ça peut être défendable, à condition, encore une fois, qu'il y ait une recherche ouverte. Il ne veut pas avoir les chercheurs se mettre en travers de tous ces travaux. Mais il explique également que c'est pour augmenter l'homme, pour que l'homme puisse résister à l'intelligence artificielle. Je voudrais, pour conclure, citer un chercheur qui a travaillé chez lui à Neuralink, qui s'appelle Jason Rogers, qui a dit on ne travaille pas sur le cerveau comme sur un moteur de voiture. Il faut parfois prendre énormément de précautions. C'est quand même quelque chose d'intime, de très beau, mais qu'il faut aussi protéger. Merci Guillaume Gralet pour Tech24.